Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Bascule, l'émission qui se demande comment et pourquoi vous êtes devenu ce que vous êtes devenu. Je m'appelle Simon et je suis coach spécialisé en reconversion professionnelle et en entrepreneuriat. Pour faire simple, je vous aide à avoir un travail au service de votre vie et non plus une vie au service d'un travail. Dans cet épisode, je reçois Jérémy Coleman, qui est le fondateur de l'entreprise Coleman Publishing, qui propose des formations et des accompagnements pour aider les indépendants, les consultants et les thérapeutes. Mais Jérémy est avant tout un de mes mentors. Et franchement, sans lui, je ne kifferais pas autant mon activité. J'ai énormément appris à ses côtés et j'apprends toujours autant. J'en dis pas plus et je vous laisse avec ma conversation. Bon épisode. Salut Jérémy, merci d'être là. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, bien sûr. Je m'appelle Jérémy Coleman. Je suis entrepreneur depuis maintenant une dizaine d'années. Avant ça, j'ai fait un master en stratégie digitale, moi. Donc, je suis dans le milieu du digital et de la communication et du marketing depuis toujours, en fait. J'ai travaillé dans le milieu des blogs, j'ai travaillé en agence, j'ai travaillé chez les annonceurs, donc chez des marques directement avec des services com intégrés. Et à un moment, j'en ai eu marre de tout ça et je me suis barré, je suis devenu freelance. Ensuite, j'ai créé mon agence. Et là, j'en ai à nouveau eu marre de tout ça. Et j'ai dit, OK, je veux retourner avec des entrepreneurs indépendants. C'est avec eux que je m'éclate le plus. Et j'ai commencé il y a maintenant 4 ans, à peu près, au moment où on enregistre cet épisode, à faire de l'accompagnement, du coaching, du consulting, dans le marketing, dans le copywriting, dans les stratégies qui permettent d'avoir des clients et de vendre. Et aujourd'hui, c'est le cœur de mon activité, puisqu'il y a maintenant 1 an, j'ai créé l'entreprise Coleman Publishing. Et on est actuellement une dizaine dans cette entreprise à accompagner des coachs, des consultants, des thérapeutes, des freelances, des créateurs de cours en ligne, etc., à développer leur activité en organique sur Internet. Ok, ça fait un sacré parcours, beaucoup de choses en assez peu de temps. Enfin, 10 ans, ça peut paraître long, mais mine de rien, quand tu énonces tout ce que tu as fait, je trouve que ça fait un petit peu beaucoup. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête pour que à chaque fois, tu aies la prise de conscience que c'était pas vraiment ça ton truc? C'est quand ça m'amuse plus. Si tu veux, j'ai pas peur de la difficulté, j'ai pas peur de l'inconfort, je suis OK avec le fait que la progression vient de la friction et de l'amélioration. C'est en s'exposant à des choses qui sont pas très faciles qu'on progresse, etc. Mais même dans la difficulté, dans tous ces processus, si tu veux, je m'amusais toujours. J'étais content de me lever le matin, j'aimais mon métier, etc. J'aimais mes clients, j'aimais leur parler et tout. Quand je sens que j'ai plus ça, que le drive profond n'est plus là le matin, soit c'est parce que je suis épuisé, dans ce cas il faut que je me repose. Et si quand je me suis reposé, ça revient pas, c'est que je suis plus aligné avec ce que je fais. Et c'est une peur de beaucoup d'entrepreneurs de oui, mais si je me lance là-dessus et que dans 3 mois j'aime pas, mais c'est pas grave, tu pourras changer. Le seul truc important, c'est de pas brûler tout ce que tu as fait avant et de dire OK, tout ce que j'ai fait avant m'a préparé à ce que je fais aujourd'hui. Comment est-ce que je fais pour me servir de ce que j'ai fait avant pour continuer dans une lancée, en fait, dans une lignée, et pas juste tout foutre à la poubelle et recommencer de zéro. Et donc en fait, à chaque fois que ma carrière me plaisait plus, me convenait plus, je l'ai pas brûlé, je l'ai fait évoluer. Donc j'ai arrêté strictement ce que je faisais avant, mais je m'en suis servi pour construire ce que j'allais faire après. Et ça me permet d'être toujours dans une dynamique où je m'éclate, où j'aime ce que je fais et où je suis content de me lever le matin, en fait. Du coup, si je comprends bien, est-ce que tu dirais que c'est plus la valeur plaisir qui est dans ton top et que c'est ça qui te sert un peu d'aiguillon pour justement prendre ces décisions-ci? Ouais, c'est pas la seule. Moi, aujourd'hui, quand je dois mesurer mon activité, je mesure globalement 3 choses. Je mesure, est-ce que c'est marrant? Alors, marrant, il n'y a aucun métier qui est 100% marrant. Hein. C'est le principe de la tartine de merde de Mark Manson. Tout métier, toute activité et tout choix de vie amène des problèmes. C'est juste qu'il faut choisir ces problèmes, lesquels je veux, lesquels ne m'intéressent pas. Mais il faut que j'aime ce que je fais au moins 80% du temps. Donc ça, c'est le premier driver, c'est le fun chez moi. J'ai un driver qui est, est-ce que c'est lucratif? Je fais pas du bénévolat dans mes entreprises. Hein. Je peux faire du bénévolat à côté. Je peux choisir d'accompagner des gens gratuitement si ça me prend. Mais soit je le fais vraiment gratuitement, soit il faut vraiment que ça gagne de l'argent. L'entre-deux m'intéresse pas, en fait. Et le troisième truc, c'est est-ce que ça nourrit ma vie personnelle, ma croissance personnelle, et est-ce que ça me met pas en danger ma vie perso? Parce que je veux pas faire partie de ces entrepreneurs qui finissent très très riches, très très seuls, très très malheureux. Ça m'intéresse pas. Je suis très alerte là-dessus, parce que je sais que c'est quelque chose de fréquent, qui existe, etc. Et donc, en fait, tant que c'est marrant, lucratif et nourrissant, je continue. Si ça l'est plus, je remets des choses en question. Si malgré ces remises en question, ça va pas, c'est qu'il faut changer un truc. Ok. Ouais, donc c'est assez carré. T'as à la fois une clarté sur ce que tu fais et une clarté sur la manière dont tu le fais. Complètement. Et comment tu décrirais pour nos auditeurs qui connaissent pas du tout le monde du coaching, ce que tu fais actuellement? Aujourd'hui,
Aujourd'hui, je prends des indépendants, je leur propose une formation, je leur propose un accompagnement à la compréhension et à l'implémentation. Ces process qu'on leur donne à faire et ces compréhensions qu'on leur donne mettent en lumière des blocages personnels. On résout ces blocages personnels et ce chemin-là leur permet de développer une activité qu'ils aiment, une activité alignée, écologique pour eux, agréable, etc., tout en développant des revenus. En fait, en français, ça se dit pas très bien, mais en fait, moi, mon métier, c'est grow an income while growing as human. C'est se développer personnellement et humainement en développant des revenus. Parce que les revenus permettent la liberté, permettent d'acheter plus de temps, permettent d'acheter plus de choix. Donc, en fait, on a choisi de partir de l'argent et du développement de l'activité. Mais le vrai fond du sujet, en fait, c'est se développer en tant qu'humain. C'est ça qu'on fait. Ok. Et justement, si on fait un petit peu un point sur ton parcours, alors le but, c'est pas de faire ta psychanalyse non plus, mais est-ce qu'il y aurait un fil directeur dans l'ensemble de tes activités? Il y a plein de fils directeurs. Moi, si tu prends moi plus jeune, j'avais un fort besoin de reconnaissance, j'avais une forte peur du rejet, j'ai toujours eu l'impression d'être mal compris et j'étais un peu en victime, le monde est contre moi. Et puis moi, je me suis rendu compte qu'en fait, le monde, il s'en foutait complètement de ma gueule. C'était très bien d'ailleurs, c'était une super nouvelle. Et qu'en fait, c'est juste moi qui n'arrivais pas à fonctionner avec et à m'exprimer avec. Donc je me suis dit, OK, en fait, au lieu de dire que tous les autres, c'est des méchants, qu'est-ce que moi je peux changer pour changer cette situation? Et donc, en fait, j'ai commencé à travailler sur moi-même, sur mes blocages, sur mes peurs, sur plein de choses comme ça. J'ai commencé à apprendre à communiquer différemment. J'ai commencé à apprendre des compétences qui pourraient me servir dans différents métiers. Et c'est comme ça que je suis arrivé petit à petit, en fait, à des endroits où je pouvais jouer avec mes nouveaux outils, si tu veux. Et puis, au fur et à mesure du chemin, les choses se sont assemblées. Et j'ai aussi un gros truc interne, mais ça, on peut pas dire que c'est un driver. Hein, c'est plus sûrement un truc à psychanalyser qui serait intéressant. Mais j'ai un principe dans la vie, c'est foutez-moi la paix. Donc, si tu veux, j'ai un fort besoin de liberté, non pas que j'estime que la liberté soit une valeur à part entière, puisque c'est plutôt une fuite de certaines choses, mais je veux avoir le choix. Je veux choisir mes problèmes, je veux choisir mes côtés positifs, je veux choisir avec qui je mène ma vie, je veux choisir où je vis, comment je vis, etc. Et en fait, dans notre système actuel, dans notre monde capitaliste, pour ça, il faut de l'argent et de la conscience. Et donc, en fait, à partir de là, je travaille en permanence sur avoir plus de conscience de mon environnement et de moi-même et plus d'argent pour avoir toujours plus de liberté de choix. Ok. Est-ce que tu sens que là, c'est un peu la quintessence de ton accomplissement personnel? C'est difficile à dire. Hein. J'ai que 33 ans, ça fait que 10 ans que je fais ça. J'ai l'intention de faire ça pendant encore 30 ans. Peut-être que dans 5 ans ou dans 10 ans, je vais me réveiller et je vais dire, en fait, ce que j'ai fait les 20 dernières années, c'était bien, mais en fait, ça ne servait à rien. Et ça m'a juste préparé à ce que je vais faire dans 10 ans. J'en sais rien. J'ai pas la réponse. Maintenant, aujourd'hui, moi, je viens d'une famille relativement aisée. J'ai eu cette chance. C'est pas le cas de naissance parce que mon père, au début, avait rien. Il a travaillé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça a eu des effets positifs, bien sûr, puisqu'on n'a jamais manqué de rien. Ça a eu aussi des conséquences parce que il a travaillé énormément et qu'il était très peu là. Et je veux pas perpétuer ce schéma ni pour moi, pour ma famille, ni. En fait, si tu veux, j'ai un peu cette impression intérieure un peu tenace que si tout le monde avait de quoi vivre très confortablement en faisant quelque chose qu'ils aiment, on aurait de bien meilleurs adultes partout autour de nous parce qu'ils seraient plus heureux et que ça aurait de l'influence sur les générations d'après, etc. Donc en fait, je contribue, ou j'essaye plutôt de contribuer à rendre le monde un peu meilleur de mon point de vue avec mes lunettes, en faisant un truc que j'aime et en étant bien payé pour le faire. Non, c'est assez complet. Je partage assez l'idée de... En fait, j'ai l'impression que... J'ai l'intuition plutôt que si chaque personne était un petit peu à sa place, non pas au sens de mettre les gens dans des cases, mais juste découvrir ce pourquoi ils sont faits, il y aurait moins de problèmes. Parce que si tu prends c'est peut-être un peu perché ce que je veux dire, mais si tu prends l'ensemble des autres animaux, ils vivent leur vie, mais ils sont pas ils sont pas bloqués par le fait, ils se posent pas la question qu'est-ce que je fous sur Terre, pourquoi le gnou, il se dit pas tiens peut-être que je serai un zèbre, en fait qu'est-ce que c'est qu'être un bon gnou, est-ce que je dois monter ici ou ailleurs, mais non, il vit juste sa vie de gnou et du coup c'est pour ça qu'il n'y a pas de guerre des gnous contre les buffles. C'est bizarre comme exemple, mais Je vois tout à fait où tu veux en venir. Moi, je trouve pas ça bizarre du tout. Je suis 100% d'accord avec toi. Et tu as une métaphore, une analogie, je ne sais pas ce que c'est exactement comme figure de style, de Franck Lobvé qui disait est-ce que l'arbre à l'automne, quand il perd toutes ses feuilles, il commence à se culpabiliser en disant ah putain, ça fait chier, j'avais fait un super printemps, j'étais tout feuillu, là je suis qu'un arbre de merde, j'ai perdu toutes mes feuilles, oh là là, je suis tout nul et tout. Enfin non.
Donc, C'est l'humain qui fait ça. Ils le font et c'est tout. Mais du coup, c'est pour ça que j'ai l'intuition que si on part un petit peu découvrir un petit peu son mode de fonctionnement, on peut se créer une vie sur mesure, ce qui fait qu'on est complètement aligné. Ça ne veut pas dire qu'on se pose plus de questions, ça veut dire qu'on se pose les bonnes questions. L'arbre, il ne dit pas pourquoi je perds mes feuilles, non, c'est comme ça. Par contre, comment est-ce que je peux faire mieux, comment est-ce que je peux améliorer un petit peu, ça, l'arbre, il ne se pose pas la question, mais en fait, il le fait par le simple fait d'être arbre. Je pense que le problème vient du fait qu'en tant qu'humain, on juge les faits, on juge les émotions. Donc je me sens mal, c'est forcément qu'il y a un problème. Non, c'est une émotion, elle passe, on traverse la vie, etc. En fait, je pense vraiment que le but profond de l'humain, c'est d'expérimenter l'humanité. Rien de plus. À partir de là, il n'y a pas de mauvaise expérience. Il y a des expériences désagréables, certes, mais il n'y a pas de mauvaise expérience. Et est-ce qu'à un moment, on est à sa place ou on n'est pas à sa place? Non, on est sur son chemin. Est-ce que le chemin nous plaît? S'il ne nous plaît pas, on le change. Très bien, super. C'est normal du point de vue de l'humain d'aller vers la recherche du plaisir et de la fuite de la douleur. C'est ancré dans notre code génétique, complètement. Donc en fait, de la même façon, j'aime pas là où j'habite, je cherche à changer. J'aime pas mon métier, j'en change. C'est pas parce que j'aimais pas mon métier avant qu'avant c'était nul. Juste, ça me convenait pas, je vais alors essayer autre chose, je vais expérimenter autre chose. Le but de l'humain, c'est d'expérimenter l'humanité. Et je lisais encore hier cette phrase de Jim Carrey qui disait au début, je pensais que j'étais un mec qui expérimentait l'univers, et puis après, j'ai compris que j'étais l'univers qui expérimentait un mec. Et j'aime beaucoup. Pour moi, en fait, si tu veux, je me lève le matin pour ça. Je me lève pour jouer, je me lève pour expérimenter, et il y aura du positif, il y aura du négatif. Et ce qui est négatif, c'est juste ce que je juge négatif parce que c'est désagréable pour moi. En fait, c'est pas négatif ni positif, c'est un fait, point. C'est de même qu'une émotion, normalement, elle ne devrait pas être ni positive ni négative. Elle est juste là, c'est un indicateur. Est-ce que tu as connu, toi, dans ton parcours, des moments d'émotion, mais plus des espèces d'épiphanie, de genre, mais c'est bon sang, mais c'est bien sûr, c'est ça que je veux faire, en tout cas, là, actuellement? Ou c'est vraiment progressif dans ton chemin? Moi, c'est plus progressif. J'ai eu des épiphanies personnelles sur quelqu'un qui me met le doigt sur un blocage ou un pattern que j'avais. Là, je fais waouh, d'un coup, tu vois, ça tout qui m'explose à la tête. J'ai 10 ans de souvenirs qui reviennent et je me rends compte que tout ça a été reproduit dans toute ma vie. Ça, je l'ai eu régulièrement et puis je l'ai encore, en fait, assez régulièrement. Dans mon activité professionnelle, c'est plutôt, en fait, je suis ma curiosité, mon envie. Et là où elle me mène, je le vais. Et puis, une fois que je trouve un endroit qui est confortable et agréable et douillet, j'y reste. Puis quand ça me fait chier, j'en change. Je veille juste à pas jeter à la poubelle tout ce qui a été fait avant, en fait. Je n'ai pas vraiment d'épiphanie professionnelle. J'en ai des fois sur des compétences aussi, régulièrement. Une compétence que je pensais maîtriser, j'écoute un truc, je regarde, je creuse, je me rends compte que j'étais nul, je m'améliore, et là, ça devient hyper facile, et je me dis, putain, waouh, je viens de comprendre. Ça m'arrive régulièrement, ça m'arrive avec des clients, ça m'arrive dans plein de sujets. Mais je n'ai pas eu de grosse épiphanie professionnelle sur une mission de vie que j'aurais, etc. Je sais ce que j'aime faire, j'essaie de le faire plus. Okay. Non, c'est ce que j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de catégories. Enfin, chez mes clients, en fait, il y a vraiment ce petit moment d'épiphanie, mais en même temps, c'est parce que je fais pour que ça arrive. Donc, effectivement, ça arrive. Ce que je remarque aussi, c'est qu'il y a certaines personnes qui, s'ils se replongent un petit peu dans leur enfance, ils se rendent compte qu'ils accomplissent des choses à l'âge adulte qu'ils voulaient faire étant enfant, ou alors une manière d'être. Est-ce que c'est ton cas? J'ai toujours eu, et je pense que ça m'a été transmis familialement par mon père, j'ai toujours eu un peu ce truc de commerce, de communication. Tu sais, moi, quand j'avais 10 ans, mon père il m'appelait, bon, essaye, l'avocat, il va faire son speech, quoi. Si tu regardes au niveau des profils, des tests de personnalité, j'ai souvent des profils d'avocats, de personnes qui vont venir promouvoir quelque chose, en parler, etc. Pour autant, j'étais un grand timide, très introverti, parce que justement, je ne savais pas communiquer, j'avais peur d'être jugé. Je ne sais pas s'il y a vraiment des liens. Il y a des choses que j'ai toujours fait naturellement, il y a des choses que j'ai appris à faire. En fait, si tu veux, je pense que tes clients, ils ont des épiphanies parce qu'ils se sont conformés à un truc extérieur pendant longtemps. Et en fait, tu leur dis, mais attends, regarde, quand tu étais enfant, tu aimais ça. Et pourquoi tu pourrais pas le faire aujourd'hui? Et puis, tu sais, ça enlève un blocage dans le cerveau. Ils se font, waouh. Moi, je me suis construit en opposition toute ma vie. C'est-à-dire qu'il faut être comme ça, je vais être le contraire. Il faut faire ça, je vais faire le contraire. Tu me dis que je peux pas, je t'emmerde, je vais le faire. Tu me dis que c'est ça qu'il faudrait faire pour réussir, je t'emmerde, ça m'intéresse pas, je veux pas. J'ai toujours eu ce driver d'emmerdeur profond de tout ce que tu me dis, je fais le contraire.
Et du coup, ça m'a amené en fait à toujours explorer des pistes hyper cheloues et à suivre ma curiosité et à faire ce qu'on pensait qui n'était pas possible en fait. Parce que je dis, mais non, mais qui a décrété qu'on pouvait pas? Et vu que j'ai toujours suivi ma curiosité dans ces choses-là, en fait, j'ai pas eu de grande épiphanie. En fait, elle s'est fait petit à petit. Maintenant, je pense que si tu t'es construit toute ta vie en écoutant les il faut, les je dois, la société, c'est comme ça, c'est mieux, c'est bien, etc. Ouais, quand tu as un coach comme toi qui vient mettre le doigt sur des choses parce qu'il a une posture de recul, bah ouais, ça change tout en fait, parce que d'un coup, il y a tous les barrages mentaux qui sautent. Et là, on peut avoir un grand moment de wow, qu'est-ce qui vient de se passer? Je viens de voir, je viens de comprendre. Mais du coup, si tu te construis en opposition par rapport à plein de choses, comment est-ce que tu peux ça veut dire, est-ce que tu te définis comme le contraire d'une espèce d'archétype, ou tu arrives quand même à te définir comme juste, je me suis construit en fonction de. Enfin, je sais pas si tu vois un petit peu ce que je veux dire. Toute la période adolescence et début de l'âge adulte, j'étais vraiment en opposition. J'étais rien d'autre en fait. Je suis pas sûr d'avoir eu vraiment une personnalité à ce moment-là. Ma personnalité, c'était d'être contre. C'est pas très nourrissant et pas forcément très sain comme moyen de se développer personnellement, mais c'est de ça que j'avais besoin à cette époque-là. C'est ce pattern-là que j'avais, c'est comme ça que ça m'a construit. Il y en avait sûrement d'autres, celui-là était le mien. Voilà, je le juge pas. Je le trouve plus très utile aujourd'hui, mais je le juge pas. Aujourd'hui, quand je me définis, c'est pour communiquer avec autrui. C'est plus simple. J'essaye de moins en moins de me définir parce qu'aujourd'hui, je suis à un stade de ma pensée où ma croyance, c'est que l'identité, c'est quelque chose de malléable, c'est quelque chose qui évolue, et qu'à chaque fois que je dis je suis, si je m'arrête pas là, dans ma phrase, ça exprime une croyance, une pensée, un blocage, quelque chose qui m'a été transmis, quelque chose que j'ai accepté comme vrai, qui ne l'est pas forcément. Donc à chaque fois que je dis je suis comme ça, je suis ci, je suis ça, je me dis ah tiens, nouvelle piste à explorer, c'est intéressant. Parce que pour moi aujourd'hui l'identité elle est fluctuante et pour autant je l'utilise fortement dans ma communication parce que c'est un moyen de connecter avec les gens et les gens ils ont besoin de comprendre en fait. Donc voici ce que je suis pour le public. C'est assez philosophique la question de l'identité. Il y a pas mal de philosophes, il y a deux oppositions. Il y en a qui sont plutôt des postures, ce qu'on appelle ontologiques, qui vont dire, quand on parlait de l'être, qu'est-ce que c'est que être? Et d'autres philosophes qui, au contraire, vont se dire, bah non, en fait, on ne peut pas être, on ne peut juste exister. C'est parce que justement, on se construit dans le temps. Tu as Sartre qui parlait de ça dans toute sa philosophie existentialiste. Et tu as même un philosophe américain qui s'appelle Parfit, son prénom, je ne sais pas. Mais il niait l'idée que le moi existe. Qui disait, bah non, on ne peut pas parler qu'il y a un moi, parce que si on me dit qu'il y a un moi, ça veut dire qu'on s'arrête justement dans le fait d'être, alors qu'en fait, on est continuellement en train d'exister. Mais ce que je veux dire par là, je ne sais même pas pourquoi je parle de ça, parce que je trouve ça assez passionnant, la question de l'identité. Mais du coup, est-ce que par rapport on va dire un peu à l'absurdité du monde, au sens, bah, de toute façon, on est, on meurt, et du coup, c'est un petit peu absurde, l'existence est un petit peu absurde. Est-ce que toi, ça t'angoisse, cette idée-ci? Est-ce que tu as des moments un peu de peur abyssale face à l'immensité de l'univers, ou au contraire, tu arrives à être OK avec ça? Non, je m'en fous un peu. Dans les peurs primaires de l'homme, la peur de la mort et de la solitude du monde face à l'univers, etc., je ne l'ai pas tellement. Moi, les plus grosses peurs que je vais avoir, ça va être la peur de la maladie. Mais sur la peur de la mort, pas tellement. Je l'ai eu plus jeune, comme tous les enfants au même stade de développement à peu près. Je sais plus, c'est vers 8, 10, 12 ans, je me souviens plus. Je l'ai eu, mais aujourd'hui, non, pas tellement, en fait, parce que ma croyance actuelle, c'est que si je meurs, je suis juste d'exister. Mais bon, moi, je suis plus là, quoi. Enfin, je le sais pas, je le sens plus, je me rends plus compte. Juste, c'est comme quand je dors, quoi. Je suis plus là. Ça me stresse pas particulièrement. J'ai envie de rester là le plus longtemps possible, tu vois. C'est fun. Je veux que ce soit fun plus longtemps. Mais c'est pas que si c'est plus fun, ça va être désagréable. C'est juste que ça s'arrête. Bon, ça s'arrête. Hein. Je veux pas, mais. Et après, je te dis ça maintenant, en fait. Je suis en bonne santé. Peut-être que si je suis demain sur mon lit de mort, je ferai une autre gueule. Hein. Mais aujourd'hui, ça m'angoisse pas. Et je pense que la définition de moi,
C'était une définition de l'ego. L'ego, c'est l'illusion de séparation. C'est moi versus le monde, versus ce qui m'entoure. C'est bien pratique pour coexister et cohabiter avec autrui et voir son influence sur le monde. Et après, il y en a aussi qui ont des ego dilution, qui, suite à un certain chemin spirituel, qui se rendent compte qu'en fait, que moi, ça n'existe pas et qu'en fait, ce qui est l'autre est juste un reflet de moi-même. Mais là, on va rentrer dans des trucs. C'est le truc que je trouvais assez important. On a la chance, le luxe presque de pouvoir se poser ce type de questions, contrairement aux gnous, pour reprendre cet exemple-ci. Enfin, si ça se trouve, un jour, on va découvrir que les gnous, ils ont une pensée assez abstraite. Il me semble que tu disais dans un autre podcast, le tien, je crois d'ailleurs, que ce qui te gênait dans le fait d'être malade, c'est de ne plus pouvoir agir. Est-ce que c'est comment tu décrirais un petit peu ça? Est-ce que c'est une frustration que tu as dans ce que tu aimes bien juste faire? Alors, d'un côté, j'aime bien faire, de l'autre côté, je me rassure en faisant, je pense. Ça m'évite de me retrouver face à moi-même. Hein. Si tu veux, il y a des gens pour qui le divertissement pascalien, ça va être boire, fumer, se droguer. Moi, mon divertissement pascalien, c'est de travailler, c'est de produire des trucs et c'est de me voir progresser. Je pense que ça m'évite de me confronter à moi-même de fois dans cette situation et donc je vais avoir tendance à me cacher dans l'action bien souvent. Et je pense que du coup, la peur de la maladie vient de là parce que c'est la peur de l'incapacité. Et donc de l'incapacité à la fois d'expérimenter positivement ce que j'aime et à la fois de me retrouver face à moi-même sans expérimentation possible et en étant juste là, en étant juste moi. Et je pense que d'une certaine façon, ça doit me faire peur. Oui, c'est possible. Pas forcément une réponse, mais généralement, il y a l'idée de l'inaction. C'est justement une peur de ne pas faire, une peur de... Enfin, c'est souvent lié à une angoisse de mort, parce que justement, c'est quand on n'agit pas, du coup, on se retrouve face à soi-même. Et du coup, peu importe où on va, on se retrouvera toujours face à soi-même. Et du coup, face à sa finitude, face à ses conditions de mortel. Ce qui fait un lien avec l'idée que le monde est absurde, que ce soit. Et toi, comment tu décrirais une vie pleine de sens? Est-ce que ça... Enfin, moi, je pense plutôt que juste la question du sens de la vie, c'est une fausse question. Mais est-ce que pour toi, c'est une réelle question? Pas tellement. Moi, c'est plutôt en fait qu'est-ce qui me nourrit humainement dans mon expérimentation de mes émotions et de mon humanité. Moi, je sais que pour que ma vie ait un sens, j'ai besoin d'apprendre à progresser, j'ai besoin de voir mon influence sur le monde, j'ai besoin de connecter avec les gens que j'aime, j'ai besoin d'avoir un certain dynamisme physique, de faire du sport. Et toutes les journées où il y a eu ça qui était rempli, c'était des journées trop cool. Moins j'ai tout ça, moins elles sont cool. Ça ne veut pas dire que de toute façon, elles n'ont pas besoin d'être toutes cool, c'est pas grave. Tu vois. Et puis il y en a qui sont cool d'une autre façon et tout. Moi, pour moi, le sens de la vie, c'est l'expérimentation, en fait. C'est donc chez moi, ça passe par apprendre, ça passe par le besoin de connexion avec l'autre, avec moi-même, physique. Je me suis vraiment, et je vois que c'est un vrai sujet beaucoup sur Internet, et je le vois partout, hein, mais moi, je me suis jamais vraiment posé la question, quelle est ma mission de vie, quel est le sens de ma vie, en fait. Il y en a peut-être un, peut-être qui va m'être révélé, soit sur mon lit de mort, soit là, dans 2 heures, soit dans 10 ans, je sais pas. Hein. Mais aujourd'hui, j'ai pas l'impression que le sens de la vie soit autre chose que vivre. Et que, tu vois, enfin, de même que le sens de la vie du gnou, c'est d'être un gnou, quoi. Tu vois, moi, mon sens de la vie, c'est d'être un humain, c'est d'expérimenter mon humanité de toutes les façons que ma curiosité a envie d'aller suivre. J'ai pas besoin d'un rôle divin. Et j'ai du mal à y croire. Je respecte la croyance des autres. Au niveau des croyances, moi, si tu veux, chacun croit complètement ce qu'il veut du moment qu'il m'emmerde pas avec. Hein. J'ai pas de problème à ce que des gens pensent qu'ils ont une mission divine sur Terre. Peut-être que je serais un peu plus à l'aise avec cette idée si la mission divine de chaque être humain que je rencontre n'était pas toujours extraordinaire. Parce que finalement, c'est pas possible. Tu peux pas avoir 7 milliards de missions extraordinaires. Tu vois, il y a forcément des gens qui ont des missions ordinaires. C'est exactement la même chose que des gens qui disent j'ai eu plusieurs vies. Ils étaient tous rois, reines ou chevaliers. Moi, j'aimerais bien qu'il y en ait un qui me dise moi, je suis réincarné, mais en fait, j'étais un paysan et avant ça, j'étais une fourmi. Et j'avais des vies de merde. Et là, tu vois, je commencerais à me dire ok, factuellement possible, quoi. Je pense qu'on veut s'inventer du sens, on va s'inventer des grandes missions et des grands trucs ancestrales et des grandes réincarnations, des choses comme ça, pour se donner de l'importance et pour justifier des choses. Et je respecte le besoin de certaines personnes de faire ça. Moi, je ressens pas ce besoin-là. Non, j'ai l'impression que la question du sens de la vie, de la mission de vie et vouloir quelque chose d'extraordinaire, ça vient aussi
une forme de déconnexion qu'on a avec la nature, au sens où on est obligé de construire son propre projet de vie. Et j'ai l'impression que les personnes veulent un peu marquer les esprits, un petit peu comme dans ce bouquin Le déni de la mort, je crois que c'est Ernest Becker, où justement ils essayent peut-être de construire leur moi qui va rester une fois qu'ils seront plus de ce monde, alors que peut-être qu'on devrait réinventer et trouver de l'extraordinaire dans l'ordinaire, au sens où je sais pas si je prends le cas de je sais pas, une vie ordinaire, juste kiffer la simplicité. C'est pas forcément essayer de ne pas croire en fait qu'on puisse faire quelque chose d'extraordinaire. C'est juste peut-être qu'on met de l'extraordinaire là où il peut pas y en avoir. Parce que si tout le monde veut quelque chose d'extraordinaire, ça deviendra ordinaire en fait, par définition. Je pense qu'il y a aussi une histoire de trouver sa place dans l'écosystème. Et peut-être qu'on confond, tu vois, parce que les plantes ont une place dans l'écosystème de la nature, les animaux aussi, même les cailloux, tout quoi. Et nous, je pense qu'on a tellement évolué avec notre gros cerveau qui a trop grossi et qui se pose des questions existentielles qu'on ne trouve plus notre place dans l'écosystème peut-être. Et que du coup, on essaie de s'en créer une au milieu de l'écosystème humain et pas de l'écosystème Terre. Et que du coup, on cherche absolument une place divine et obligatoire et parfaite dans l'écosystème. Alors qu'en fait, on peut juste la construire et la choisir. Et dans ce cas-là, elle n'a aucun caractère de gravité ni de divinité. C'est juste moi, humain, dans mon expérimentation, je me dis que ce que je vais vivre et expérimenter à cet endroit de l'écosystème, tiens, ça a l'air intéressant. C'est peut-être là que j'ai envie de mettre ma place, de choisir ma place pour les 40 prochaines années ou pour les 3 prochains mois, en fait. Non, je pense qu'il y a vraiment ce côté-là. Il y a l'idée, il y a vraiment la naissance de notre néocortex qui a fait que d'un coup, on se posait des questions qu'on ne se posait pas avant. On peut même interpréter la Genèse comme ça, où si on prend Adam et Ève. Alors, j'enlève tout le côté religieux, c'est vraiment la mythologie. Il y a vraiment l'idée où dans le jardin, ça se passait bien, chacun était à sa place, il y avait un petit peu de tout, et vraiment il y a eu cette espèce de fruit défendu qui était je crois que c'est la connaissance, et c'est là où justement il y a eu cette rupture-ci, et ils se sont vus nus, ils ont pris conscience de ce qu'ils étaient, et en fait il y a vraiment une espèce j'ai l'impression de déconnexion avec l'ensemble de l'écosystème, et il y a un petit peu ça, si on prend vraiment l'histoire de l'humanité, il y a une espèce de complexification de tout notre rapport au monde, où on est passé de l'animisme au polythéisme, du polythéisme au monothéisme, et il y a vraiment ce côté un peu où est ma place dans l'univers, et je pense qu'il y a vraiment une souffrance réelle qui est vraiment collective et qui est transgénérationnelle, qui est cette grande question, non pas quel est le sens de ma vie, mais où est ma place dans le monde. Et j'ai l'impression que ça se trouve, cette place dans le monde, par le travail, pas au sens de l'emploi, mais vraiment juste faire des trucs, construire son identité en faisant. Je ne sais pas si tu partages une forme de point de vue avec ça ou en opposition. J'ai du mal à identifier d'où vient cette angoisse d'avoir besoin absolument de trouver sa place dans l'univers, puisque bon, je la ressens pas, et que si j'arrive à avoir de l'empathie pour les émotions ressenties face à ça, j'ai du mal à comprendre le cheminement. Pourquoi c'est un besoin vital. En fait, simplement parce que moi, je l'ai pas. Ou alors peut-être que je l'ai tellement refoulé que j'en sais rien. C'est possible aussi. Maintenant, je trouve mon utilité dans l'action, en fait, effectivement, tu vois, et dans le travail. Mais le travail, pas le travail au sens, comme tu l'as dit, emploi, labeur, mais dans le sens de production de quelque chose. Ça peut être de production d'idées, ça peut être de production de bouffe, de bois, de tout ce que tu veux, en fait, je m'en fous. Et en fait, c'est l'impression d'avoir un impact sur son environnement et de le faire évoluer, et je pense que ça renforce l'illusion de séparation et donc l'ego, et donc c'est satisfaisant, quoi. Si on fait un petit peu un point sur le monde du travail, comment tu l'imagines dans 10 ans? Je pense qu'avec les nouvelles technologies, il va y avoir beaucoup plus de robotisation, d'algorithmes, d'intelligence artificielle, etc. Je pense qu'il y a beaucoup de métiers à la con, du coup. Enfin, quand je dis à la con, c'est-à-dire qui n'ont aucune valeur ajoutée, que n'importe qui peut faire et qui sont en général souvent désagréables, qui vont sauter parce qu'ils vont être automatisés, et qu'on va avoir beaucoup plus de métiers liés à la pensée, au jugement et à l'expertise, qui ne pourront pas être délégués. Que va y avoir sûrement une crise de l'emploi, justement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas qualifiés pour ces métiers-là.
Et moi, mon point de vue personnel, c'est qu'il faudrait mettre en place un revenu universel de façon mondiale pour que tous les gens qui n'ont pas les compétences, que ce soit intellectuelles ou physiques, ou qui les ont mais qui ne veulent pas les développer, n'aient pas à se soucier de vivre dans la dignité humaine, et que tous ceux qui ont envie de s'arracher le cul pour des raisons personnelles, égoïstes, financières, enfin bon, pourquoi, ils puissent aller le faire en fait. Et moi aujourd'hui, les inégalités de revenus, je les trouve complètement logiques. Elles me posent problème seulement quand il y en a certains qui ne peuvent pas vivre décemment. Et ça, je trouve ça anormal. Par contre, qu'il y ait quelqu'un qui ait 2000-2500 balles pour vivre tous les mois, pour vraiment vivre décemment dans un bel endroit, correctement, propre, etc. Et par contre, il y en a un autre qui fasse 100 millions. Celui qui fait 100 millions, en fait, il a pris des risques et il s'est cassé le cul, il a fait des choses qui étaient plus difficiles. Après, peut-être qu'aussi, il avait d'autres capacités que le premier n'avait pas, c'est possible, mais c'est pas, c'est la nature, quoi. Enfin, s'il y a un gnou qui court plus vite, les autres gnous vont pas lui casser une patte, tu vois. Enfin... Ouais. Mais c'est clair que j'ai l'impression... J'avais vu une vidéo, je crois que ça s'appelait Human Needs Not Apply, où la personne parlait des chevaux de trait qui ont ensuite été on va dire mis de côté parce que du coup, il y a une amélioration technologique, on pouvait faire plus vite que ces chevaux et on n'a pas requalifié ces chevaux, ils n'ont pas suivi une formation pour faire autre chose. Et c'est clair que je pense que par la suite, il y aura vraiment un problème de qu'est-ce qu'on fait des humains. Parce que il y a plus de, enfin, il y aura un espèce de besoin de travailler parce que pour le moment, comme tu dis, il n'y a pas de revenu universel, il n'y a que l'argent qui nous permet de faire certaines choses. Mais c'est clair, je me demande qu'est-ce qu'on va faire des humains. Il y aura beaucoup plus de demandes que d'offres. Il faudra bien trouver une solution parce qu'on ne va pas les tuer. Ce serait un peu dangereux et bizarre. Et comment tu comptes, par rapport à toi-même, donc on est toujours dans 10 ans avec la transformation du monde du travail, comment tu te vois, toi, dans 10 ans? Moi, j'aime travailler, j'aime produire, j'aime développer mon jugement, j'aime développer mes compétences. Donc, moi, je me vois avec beaucoup d'arrogance avoir une place dans ce monde-là sans aucun problème, tu vois. Moi, ma problématique, c'est pas de me placer dans ce monde-là, c'est qu'est-ce qu'on fait de ceux qui s'y placeront plus mal, parce qu'on a décidé de prendre un chemin pour l'instant au niveau de la planète qui est un chemin capitaliste, technologique, d'hypercroissance, avec toutes les conséquences que ça a. Est-ce que parce qu'il y a une minorité qui a décidé qu'on voulait aller là, il faut dégager tous les autres? Il faudrait laisser vivre les gens, en fait, mais dans de bonnes conditions. Je sais pas, on n'a qu'à foutre tous les hippies dans une grande forêt d'un côté, et puis tous ceux qui veulent faire n'importe quoi de l'autre avec leur technologie et leur building, tu vois. Je sais pas, même si techniquement c'est pas tellement possible, mais moi je pense qu'il faut trouver une place à tout le monde et qu'il faut cohabiter tous ensemble, pas forcément de façon mondiale, parce que la configuration du monde actuellement fait qu'il y a trop de différences de culture et qu'en fait l'immigration massive des populations, mais dans tous les sens, hein, je sais pas de devenir politique ici. En fait, elle n'a pas de sens parce que dans 10 générations, effectivement, on s'en foutra puisque tout le monde sera mélangé avec tout le monde et que la culture sera devenue un gros melting pot et que, voilà, en gros, on aura une population mondiale. Mais aujourd'hui, c'est pas encore le cas et ça crée des soucis de cohabitation parce que, je sais pas, moi, si moi, dans ma culture, le feu, c'est le truc le plus dangereux de la Terre et que dans la culture du voisin, faire le feu, c'est le truc le plus sacré, extraordinaire du monde et que on est 50 millions anti-feu et qu'il y a 50 millions pro-feu qui arrivent chez nous, de la même façon que si on arrivait chez eux, ça crée un problème, quoi. Enfin, on a des problèmes aujourd'hui de migration de population à travers toute la planète avec des gens dont les cultures ne matchent pas, en fait. Et ce serait quoi dans une forme de société idéale, une utopie qui pourrait être réalisée d'ici une dizaine d'années? Alors là, c'est une très bonne question. Je pense aujourd'hui que la configuration de nos pays, de nos continents, etc., c'est un peu n'importe quoi. Et je pense qu'aujourd'hui, théoriquement, et purement théoriquement, il n'y a que deux choses qui peuvent marcher, de mon point de vue. J'ai pas la culture, géographique, politologique, etc. Enfin, j'ai pas toutes ces cultures-là, donc je vais peut-être dire une aberration, j'en sais rien. Mais pour moi, il y a que deux extrêmes possibles, en fait. C'est refonctionner en toute petite tribu, ou alors avoir un gouvernement mondial et tout en dessous, quoi. Mais j'ai du mal à voir comment notre système actuel a de l'avenir. Je n'ai pas forcément la réponse non plus à cette question. C'est juste je trouve ça important de pouvoir se la poser sans forcément
façon, on a notre échelle, je ne vois pas comment on pourrait faire quoi que ce soit, mais je trouve ça bien d'essayer d'anticiper le futur dans la mesure où c'est important d'avoir une vision à long terme individuelle et une vision à long terme collective pour savoir un petit peu comment est-ce qu'on peut agir, comment notre action individuelle peut avoir des répercussions collectives. J'en arrive un petit peu à la fin de cet épisode. On a fait un petit peu ton parcours passé, présent et futur. Est-ce que tu aurais un livre à conseiller qui t'a marqué le plus, que tu te dis il faut absolument que les gens lisent ce livre? Alors déjà, il faut rien du tout. Je pense que c'est le problème avec la lecture en francophonie, c'est qu'on veut nous imposer des trucs qui sont pas adaptés à l'âge des personnes. Si on arrêtait de faire lire peut-être du Zola à des gamins de 13 ans, peut-être qu'ils auraient un peu plus envie de lire. Non pas que j'ai un problème avec Zola, mais c'est peut-être pas le truc le plus accessible quand t'as 13 ans et qu'on te dit d'ouvrir un bouquin pour la première fois. Donc déjà, il faut rien du tout. Moi, il y a plusieurs livres qui ont marqué ma vie. Et après, il y en a qui ont marqué ma vie par compétence, tu vois, mais le premier livre qui m'a marqué, c'est Libres enfants de Summerhill, de A.S. Neil, qui est lié à la pédagogie Montessori, Reggio Emilia, etc. Donc c'est une école dans les années 1900 et quelques en Angleterre où les enfants ils faisaient ce qu'ils voulaient. Moi, on m'a filé ça quand j'avais 12 ans entre les mains. Autant te dire que mon côté rebelle a beaucoup aimé. Forcément, j'ai été très impacté par Tony Robbins, Pouvoir illimité, mais c'est l'époque où j'ai découvert le développement personnel et tout ce qu'on pouvait faire avec l'humain, en fait, quand il décidait un peu de se regarder le nombril et de voir ce qu'il pouvait faire avec ça. Après, j'ai beaucoup de livres que j'ai lus. John DiMartini, je recommande très régulièrement. Et je pourrais en citer des centaines, en fait. Hein. Je lis, je pense que je lis à peu près entre 50 et 60 bouquins par an, minimum. Chaque année, je pense qu'il y en a 4-5 qui valent le coup, que je les garde vraiment de côté. Ça fait 10 ans. J'en ai un paquet que je pourrais citer. Ouais. Il faudrait une bibliographie de 500 pages. C'est ça. Et, est-ce que tu as une citation, un mantra que tu te dis à toi-même qui peut aider potentiellement nos auditeurs? Moi, j'ai un truc qui reste. C'est vraiment ce truc de tout passe. Avec cette histoire du roi Salomon, ils pourront chercher sur Internet parce qu'on va pas refaire toute la fable ici, mais le roi Salomon qui avait des problèmes qui sont de plus en plus durs, et puis il avait un anneau au doigt, sur cet anneau était écrit tout passe, et un jour ça passe pas, et il veut jeter l'anneau par la fenêtre, et à l'intérieur de l'anneau est écrit, et même ça passe. Et ils verront la fable plus complète sur Internet s'ils veulent écouter, s'ils veulent regarder, mais ce truc de ça passera. Ok. Où est-ce qu'on peut te retrouver le plus simple? On peut me retrouver absolument partout en tapant Jérémy Coleman sur Google. Le plus simple, je dirais que c'est Facebook et Instagram en ce moment. Ok. Écoute, de toute façon, je mettrai les liens dans l'espèce de bio. Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais on s'en fout. En tout cas, je mettrai les liens. Écoute, merci beaucoup pour ce moment et avec plaisir. À une prochaine. À bientôt. C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir par un commentaire ou une note sur votre appli de podcast préféré. Pour discuter et recevoir mes conseils quotidiennement, retrouvez-moi sur Instagram @SimonDelannoy. Et si vous voulez découvrir l'univers de mon invité, il suffit de cliquer sur le lien dans ma bio. À bientôt!